Dans le sud de l'Angleterre, une équipe d'ouvriers prépare les fondations d'une nouvelle autoroute. Mais en creusant à travers la roche, ils font une découverte terrifiante. Il s'agit d'un tombeau de fortune où reposent des squelettes humains décapités. Tous les crânes sont rassemblés sur le côté. Qui étaient ces malheureuses victimes? Pourquoi les a-t-on exécutées? Et qui a commis ces actes sanguinaires? Pour répondre à ces questions, des spécialistes vont devoir élucider une affaire de meurtre vieille de plus de 1000 ans. D'anciens textes reconstitués. Voici l'histoire du célèbre Ethelred. Des sagas héroïques. Je préfère voir la mort arriver. Frappe-moi en face. Et des techniques ultramodernes de médecine légale vont lever le voile sur un terrible récit de cupidité, de trahison et de vengeance. Maintenant! Dans le Dorset, en Angleterre, au croisement d'une route romaine et d'une voie ancestrale appelée Ridgeway, une petite colline abrite une incroyable sépulture. De toute évidence, elle est là depuis très longtemps. Cette affaire concerne donc les archéologues plutôt que la police. On a beaucoup de crânes, rassemblés en un grand tas. Tal Simmons est une anthropologue spécialisée dans l'étude des causes de décès. Je n'ai jamais vu ça. C'est rare de voir des décapitations à grande échelle. Jusqu'à présent, je n'avais connu qu'un seul cas de squelette sans tête. C'était en Bosnie. Cette tombe est tout aussi macabre qu'une scène de crime moderne. Ça fait froid dans le dos. J'ai du mal à assimiler l'ampleur de la chose devant cet amas de restes humains. Et les crânes sont bien à part. De toute évidence, il s'agit d'une atrocité. Ce que vous voyez là témoigne d'un moment affreux dans l'histoire de l'humanité. Il s'est passé quelque chose de terrible ici. On doit découvrir qui étaient ces gens. C'est toujours la première chose qu'on cherche à savoir, l'identité des victimes. Le problème, c'est que rien n'a été enterré avec eux. Je ne vois aucun artefact, aucun objet qui nous permette de déterminer quand c'est arrivé ou qui étaient ces individus. C'est étrange que cette tombe ne contienne que des os. On s'attendrait à trouver des broches ou d'autres restes de vêtements. Là, j'ai l'impression qu'avant de les exécuter... On les a déshabillés. Oui, Ça rend le tout encore plus atroce. oui. Angela Boyle et l'équipe archéologique d'Oxford récupèrent tous les os pour les analyser au laboratoire. Mais ils ont déjà trouvé des indices. Regardez, je viens de trouver ça près des crânes. Ça alors? Qu'est-ce que c'est, d'après vous? Ce fragment provient d'un os temporal droit, qui se trouve dans cette zone. Dessus, on peut voir une trace de coupure très caractéristique. C'est vraiment net. Oui, On pense tout de suite à une épée. C'est une coupure bien lisse. Mais pour moi, on ne peut couper la tête à quelqu'un que si cette personne a les mains attachées. Regardez, si je m'agenouille au moment de mon exécution, je rentre la tête dans les épaules et impossible d'atteindre mon cou. Maintenant, poussez-moi. Sans les mains, j'ai immédiatement ce réflexe pour ne pas tomber. d'accord. Je recule les épaules et je lève la tête. Ah, je vois. C'est sinistre, hein? Alors, pour exécuter quelqu'un, il faut d'abord lui attacher les mains.
Mais apparemment, Ouais. aucun n'avait les mains liées. Est-ce qu'ils ont été exécutés? Ou est-ce qu'ils ont été décapités après leur mort? C'est ça la question. Voici les quelques indices trouvés sur le site. On dénombre 54 squelettes, mais seulement 51 crânes. Les victimes étaient nues, leurs mains n'étaient pas attachées et les cadavres ont été jetés dans la fosse. Ces individus sont-ils morts au combat lors d'un massacre ou lors d'un sacrifice particulièrement violent? Ces ossements contiennent des indices cruciaux qui permettront peut-être de résoudre le mystère de ces atrocités. Pendant des siècles, l'Angleterre a connu d'innombrables violences au cours d'invasions ou de guerres civiles. Autant d'explications possibles pour notre immense fosse commune. Mais avant toute chose, il faut déterminer avec précision la date de la mort des victimes. En fonction de la période, il peut s'agir de Celtes, de Romains, de Saxons ou de Vikings. Le squelette humain contient une horloge secrète. Il s'agit d'un isotope appelé carbone 14 qui se met à décroître dès qu'on meurt. Il suffit de mesurer le niveau de cet isotope pour déterminer la date de la mort. Le laboratoire envoie donc les résultats. D'après les analyses, les victimes sont mortes entre 980 et 1030 après Jésus-Christ. C'est l'une des périodes les plus troublées de toute l'histoire de la Grande-Bretagne. Il y a 1000 ans, l'Angleterre anglo-saxonne fut attaquée par des guerriers païens appelés Vikings. Ils avaient pris la mer depuis la Scandinavie en quête de fortune. L'archéologue Britt Bailey a grandi au Danemark, un pays marqué par l'héritage des Vikings. Depuis sa plus tendre enfance, elle est fascinée par l'histoire de ses ancêtres et de leurs conquêtes destructrices. Elle vient d'arriver sur la côte sud de l'Angleterre. C'est ici qu'ont commencé les violences de l'âge des Vikings. La sépulture se trouve là-bas. Mais c'est ici, sur l'île de Portland, qu'a eu lieu le premier raid viking en Angleterre dont nous ayons connaissance. Trois navires sont arrivés ici en 789. Un représentant du roi est venu à leur rencontre, pensant que c'étaient des marchands, mais ils l'ont tué. C'est ainsi qu'a commencé l'âge des Vikings en Angleterre. De nombreux raids ont suivi cette première attaque sur les terres britanniques. Après un siècle de conflits, un traité de paix fut établi. Au nord et à l'est du territoire anglo-saxon, les Vikings ont établi leur propre royaume, appelé Danelaw. La Grande-Bretagne connut 100 ans de paix relative, permettant au royaume anglo-saxon de prospérer. À l'époque, l'Angleterre était la nation la mieux organisée de toute l'Europe occidentale. Les anglo-saxons avaient une seule langue, une seule religion et une seule hiérarchie politique, permettant au roi de dominer l'ensemble du territoire. C'était un pays productif, mais aussi très riche. Mais une grande fortune entraîne parfois une grande vulnérabilité. Voici l'Angleterre telle que l'ont connue les victimes qui reposent dans la sépulture. Maintenant que les os ont été déterrés, leur position est enregistrée pour créer une carte virtuelle de la fosse commune. L'archéologue Angela Boyle se lance dans l'analyse de chacun des 54 squelettes. Cette découverte est unique. Il n'y a rien de comparable. C'est vraiment passionnant. Mais on se sent un peu triste. Parce que manifestement, tous ces malheureux ont connu une fin atroce. Les 54 individus étaient des hommes.
C'était donc sans doute un groupe de guerriers, étant donné l'époque à laquelle ils ont vécu. Angela commence son analyse des ossements avec la première victime qui se trouvait tout au fond. Le squelette n'était pas complètement développé. Regardez, l'extrémité de cet os long n'est pas complètement soudée, comme l'indique cette ligne. Il est donc facile d'estimer l'âge de la victime. C'était un jeune homme qui devait avoir 19 ou 20 ans. La longueur de son fémur permet d'évaluer sa taille. Il mesurait environ 1,75 m. Ce sont des os massifs, plutôt solides. On peut remarquer un détail intéressant. Le haut de son corps était plus développé, plus robuste. Et ce n'est pas tout. La tête du fémur est plus petite que la tête de l'humérus. Pour moi, ça signifie que cet individu pratiquait régulièrement une activité physique qui mobilisait vraiment le haut du corps. Tous les autres squelettes présentent des caractéristiques similaires, sauf un. Si on compare son fémur droit avec celui d'un squelette normal, comme celui-ci, on voit que l'os est beaucoup plus épais. La cavité est presque entièrement comblée par la masse osseuse. Cet individu souffrait d'ostéomyélite. C'est une infection de l'os. Ces trous que vous voyez permettent d'évacuer le pus qui s'accumule dans le fémur. Il quitte l'organisme via des plaies cutanées. C'est très désagréable, notamment à cause de l'odeur. Avec ce type d'infection, marcher devient très douloureux. Je suis pratiquement certaine que cet individu boitait en permanence. S'il s'agissait d'un groupe de guerriers en pleine forme physique, pourquoi était-il accompagné d'un homme à peine capable de marcher? Je pense que c'était lié à son statut. C'était sans doute quelqu'un d'important. C'était peut-être une sorte de chef que les autres respectaient et dont ils appréciaient la présence. Selon cette théorie, nous avons donc un groupe de 54 jeunes guerriers menés par un homme souffrant d'une grave infection. D'après la datation au carbone 14 et les données historiques, ces individus ont été tués pendant la deuxième vague d'attaques vikings. En 980, après 100 ans de paix, les guerriers vikings se sont de nouveau attachés au royaume anglo-saxon pour piller ses richesses. Une grande partie de la population pensait que c'était le début de la fin. À l'approche de l'an 1000, les anglo-saxons commençaient à se dire que cette période d'ordre et de prospérité était sur le point de s'achever. Tous ces désastres semblaient être des signes avant-coureurs de l'effondrement de leur société et du jugement dernier. L'une des plus grandes œuvres de la littérature médiévale est la chronique anglo-saxonne. Un ensemble d'annales écrites par des moines à partir de l'an 890. Cet ouvrage décrit un couronnement célébré en 978, celui d'Ethelred II, dit le Malavisé, un roi impopulaire qui a nourri cette peur de l'Apocalypse. En cette année, Ethelred fut sacré roi, le 14e jour après Pâques. Cette même année, on aperçut plusieurs fois un nuage couleur de sang qui évoquait un feu ardent. C'est vraiment troublant, parce que l'apparition de nuages rouge sang est traditionnellement associée à l'avènement de la fin des temps. Dès le début, le règne d'Ethelred semblait marqué par un sentiment de désastre imminent.
D'après les analyses, les 54 individus de la sépulture sont probablement morts pendant le règne d'Ethelred. Mais pour qui se battaient-ils? Les Vikings ont attaqué le Dorset à de nombreuses reprises. C'est à partir de là qu'ils ont pu s'enfoncer à l'intérieur du territoire. Les squelettes que nous avons découverts appartenaient donc probablement à des anglo-saxons qui défendaient leur royaume contre ces redoutables pillards. Britt étudie la sépulture pour confirmer cette hypothèse. Mais la tâche n'est pas simple. Ce type d'enterrement ne correspond pas vraiment aux anglo-saxons de l'époque. Comme ils étaient de confession chrétienne, ils creusaient généralement des tombes près des églises, en orientant les corps vers l'ouest. Alors qu'ici, on dirait que les cadavres ont été jetés pêle-mêle dans la fosse, ce qui était traditionnellement lié à une forme de déshonneur. Mais ça ne correspond pas non plus à un tombeau viking. Les guerriers scandinaves honoraient généralement leurs morts en enterrant des armes avec eux, comme cette épée qu'on a retrouvée dans une tombe située à Repton. Dans une sépulture viking, on aurait également retrouvé des parures vestimentaires, comme ces boucles ouvragées, qui constituent un signe d'importance et de richesse. Mais aucun objet de ce genre n'a été trouvé dans la fosse. Pour l'instant, l'identité de ces victimes reste un mystère. Pour que l'enquête avance, il faut faire appel à la science. L'histoire de la vie de chaque individu est enregistrée dans ses dents. C'est là qu'intervient le professeur Jane Evans, qui travaille pour un institut national de recherche géologique. C'est extraordinaire ce qu'une simple dent peut révéler. On peut en tirer énormément d'informations sur le passé d'un individu, sur son enfance et son développement. Nous allons séparer le strontium et l'oxygène présent dans l'émail et analyser les isotopes pour savoir où cet individu a grandi. Les isotopes du strontium nous donneront une idée du type d'environnement en question. Et ceux de l'oxygène permettront de déterminer le climat dans lequel il vivait. L'émail des dents se forme pendant l'enfance et sa composition reste la même jusqu'à la mort et au-delà. Le strontium et l'oxygène qui sont intégrés à cet émail proviennent de l'alimentation locale. Leur composition isotopique est donc caractéristique de l'endroit correspondant. Cette machine est en train d'analyser la composition isotopique du strontium qui a été prélevée sur la dent. Quand cette opération sera terminée, les résultats nous permettront d'identifier l'endroit où cette personne a grandi. C'est formidable de s'asseoir devant le spectromètre de masse et de voir arriver les résultats de l'analyse. On se dit, je suis la seule à savoir ça. On a envie de courir dans un autre labo pour le dire à quelqu'un. Mais d'abord, on vérifie tous les calculs. L'hypothèse la plus probable est la suivante. Nos mystérieux individus étaient des anglo-saxons tués par des guerriers vikings. L'analyse de leurs dents devrait donc indiquer qu'ils ont grandi dans le sud de l'Angleterre. Cette partie colorée représente le climat britannique. Et regardez, tous les points correspondant aux dents prélevées dans la sépulture se trouvent en dessous de ces valeurs. Cela signifie que tous les individus enterrés là ont passé leur enfance dans un climat plus froid. Britt vient de recevoir les résultats des analyses de Jane, qui sont pour le moins surprenants. Apparemment, les victimes qui se trouvent dans la sépulture ne venaient pas d'Angleterre. Ils n'étaient pas anglo-saxons. Ils ont grandi en Scandinavie. C'étaient des Vikings. On considère généralement que les anglo-saxons étaient les victimes des Vikings, et non l'inverse. On va devoir complètement revoir notre analyse de la sépulture.
c'est un véritable retournement de situation. Britt doit maintenant chercher pourquoi 54 Vikings ont été décapités. Un tel événement a sûrement été mentionné dans la chronique anglo-saxonne. Il n'en reste que 9 copies. La plus ancienne est conservée à l'université de Cambridge. Ces lignes ont été écrites par des anglo-saxons à l'époque qui nous intéresse. Évidemment, il ne s'agit pas d'une langue moderne. Tout est écrit en vieil anglais. On this jæra was Ethelred de Koninga Jelhalhod. And on Sunday, Tonanicht of Estrona. Ces textes sont tout simplement un compte-rendu des événements les plus marquants en Angleterre, année après année. Chaque page est divisée en 2 colonnes. À gauche, on a la liste des dates, et à droite, les événements correspondants. Avec un peu de chance, ce volume contient des indices qui nous permettront de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, près du Ridgeway. Britt cherche des incidents qui auraient pu entraîner la capture et l'exécution de plusieurs guerriers vikings. Au cours de cette période, les combats prennent de plus en plus d'ampleur. J'ai trouvé un événement datant de 991 appelé la bataille de Maldon. Olaf Tryggvason attaqua Folkestone avec 93 vaisseaux. Il atteignit ensuite Maldon, dans l'Essex. C'est là qu'il affronta l'armée de Byrhtnoth. Byrhtnoth était le chef du comté d'Essex et il tenta de repousser l'invasion viking. Le déroulement de cette bataille est décrit dans un poème épique figurant dans la chronique. Le comte se dressait parmi ses fiers soldats, tout prêts à protéger leur patrie et leur roi. Vous allez tous périr, infâmes païens. De son large fourreau, Byrhtnoth tira l'épée. Courant vers l'ennemi, il frappa sans pitié. Plusieurs Saxons tombèrent et rougirent le sol. Mais tous reprirent courage au son d'une parole. Byrhtnoth, épée en main, les poussait à lutter. Son adversaire vaincu s'effondra à ses pieds. Les soldats anglo-saxons de Byrhtnoth résistèrent vaillamment, mais finirent par perdre la bataille. D'après le poème, de graves blessures furent à déplorer, aussi bien chez les Vikings que chez les Anglo-Saxons. Est-ce que nos 54 victimes étaient des prisonniers de guerre? Dans ce cas, leurs os devraient porter la trace des combats. Britt enfile une cotte de maille pour mieux comprendre quelle sorte de blessure a pu être infligée aux guerriers vikings en armure. Elle a fait appel à Gordon Summers, un expert en armement. L'une des stratégies consistait à passer par-dessus le bouclier et l'armure pour atteindre le visage, et notamment les yeux. Ce genre de blessure sera facilement reconnaissable sur les crânes. Mais en général, on attaquait le bas du corps. Avec ce type de bouclier, on peut vous enfoncer une lame dans la jambe. Ou plutôt, vous tranchez des tendons, comme le tendon d'Achille, avec une hache ou une épée. Si je vous coupe les tendons, vous vous effondrez comme une marionnette sans fil. Vous ne pouvez rien y faire.
Donc, si nos individus sont morts au combat, on devrait remarquer des traumatismes au niveau des jambes ou de la partie exposée du cou et de la tête. Et sur le bras avec lequel ils se battaient. Tout à fait. Imaginons que je me batte avec une hache. Si vous m'attaquez de face, je vais chercher à frapper ici. Et je ne m'arrête pas aux muscles. Le but est de trancher l'articulation, pour vous mettre complètement hors d'état de nuire. Britt a maintenant une idée assez claire des blessures liées à une bataille. Elle retourne au laboratoire d'Oxford pour voir si les squelettes portent ce genre de séquelles. Vous avez aperçu des traumatismes sur les os des jambes, correspondant à une arme blanche? Non. J'ai été surprise de constater une absence presque totale de traumatisme, à part les décapitations. Angela n'a relevé aucune blessure de guerre, à une ou deux exceptions près. Quelques-uns des squelettes présentent un traumatisme à la main gauche correspondant à une arme tranchante. Ils ont sans doute cherché à se protéger d'une attaque en levant la main. Avec si peu de blessures, les victimes ne sont certainement pas mortes au combat. S'ils ne sont pas décédés pendant une bataille, alors il faut chercher d'autres événements au cours desquels ils auraient pu perdre la vie. La chronique anglo-saxonne mentionne également le massacre de la Saint-Brice. À l'aube du nouveau millénaire, la prédiction de l'Apocalypse semblait sur le point de se réaliser. Les attaques vikings étaient de plus en plus nombreuses. Le roi Ethelred prit alors une mesure radicale. Le 13 novembre 1002, fête de la Saint-Brice, est l'un des jours les plus sombres de l'histoire de la Grande-Bretagne. Le roi ordonna l'exécution de tous les Danois qui vivaient sur les terres anglo-saxonnes. Il fit ceci car on lui avait confié que ces étrangers scandinaves souhaitaient le piéger, ainsi que ses conseillers, dans le but de s'emparer du royaume. Certains considèrent que le roi était devenu fou. Mais je pense qu'au contraire, il était persuadé de pouvoir reprendre le contrôle de son royaume. C'était une méthode brutale, qui aurait probablement fonctionné si les Vikings n'avaient pas été de si formidables adversaires. Nos mystérieuses victimes ont-elles trouvé la mort pendant les terribles événements du 13 novembre 1002? Pour le savoir, le meilleur moyen est d'établir une comparaison avec d'autres sépultures liées au massacre de la Saint-Brice. À 150 km de là, une effroyable fosse commune a récemment été découverte près d'Oxford. Britt cherche des similitudes avec les squelettes du Dorset. Est-ce qu'on sait comment ces individus sont morts? Ce spécimen est particulièrement intéressant. Le squelette comporte plusieurs traces de blessures, notamment des coups d'épée au niveau de la colonne vertébrale. Voici son fémur. Il a été coupé en deux par une lame. Notre ami a donc reçu un coup de hache ou d'épée à l'arrière de la jambe. On dirait que ce crâne a subi de sérieux traumatismes. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Celui-là n'a vraiment pas eu de chance. Il a été frappé plusieurs fois par une arme tranchante, épée ou hache. On a 2 traces de coupure très nettes sur le devant du crâne et plusieurs autres sur le dessus et à l'arrière. Et comme si ça ne suffisait pas, il a également reçu des coups de lance. Vous voyez ces 2 trous triangulaires? Ils se sont vraiment acharnés sur lui. Oui, et apparemment il s'est battu comme un beau diable. Ces individus qui étaient enterrés à Oxford ont probablement perdu la vie au cours d'une tuerie violente, vu leurs blessures. Mais les Vikings de notre site semblent avoir été tués de manière beaucoup plus ordonnée.
peut-être dans le cadre d'une exécution. La majorité des squelettes du Ridgeway portent uniquement des marques de décapitation. Cela n'a rien à voir avec les nombreuses blessures des victimes du massacre d'Oxford. Mais est-ce que nous avons des informations supplémentaires sur la mort de nos Vikings? Regardez ça. Il s'agit de la deuxième vertèbre cervicale. Elle se situe à ce niveau-là. Elle comporte une petite protubérance très caractéristique, qu'on appelle ondotoïde. Et comme vous pouvez le voir, elle a été Tranchée net. Exactement. C'est une coupure très franche. Cela révèle beaucoup de choses sur la manière dont l'individu a été tué. Vous avez une idée de la trajectoire de l'arme? Pour la plupart, le coup venait de l'avant. Alors ils faisaient face à leur bourreau. Oui, tout à fait. Est-ce que toutes les exécutions ont été aussi nettes? Pratiquement, oui. Seules quelques victimes semblent avoir reçu 2 ou 3 coups. Selon toute probabilité, le premier coup n'avait pas été suffisant pour tuer l'individu et lui couper la tête. Il s'agissait apparemment d'une arme brutale et efficace. Ce trou correspond à l'oreille gauche. Une fois de plus, on constate que cet élément a été tranché net. C'est l'apophyse mastoïde, c'est-à-dire la petite bosse derrière l'oreille. C'est l'une des parties les plus épaisses du crâne. Et pourtant, la lame est passée complètement à travers, en tranchant l'os de manière très nette. La plupart des squelettes vikings présentent une seule coupure au niveau de la gorge. Selon toute évidence, ils étaient encore vivants lorsqu'on les a décapités. La nature de l'arme du crime et la manière dont elle a été utilisée nous révéleront peut-être la raison de ce massacre. Britt s'adresse à nouveau au spécialiste en armement, Gordon Summers. Les victimes ont été décapitées alors qu'elles étaient encore vivantes. Quelles armes ont été utilisées d'après vous? Si la décapitation avait été effectuée post-mortem, j'aurais opté pour la hache. Un cadavre allongé par terre, c'est comme une bûche. On peut facilement le couper en 2 avec une hache. Mais vu son poids, cette arme risque de briser les vertèbres. Je pense que ce n'était pas la meilleure méthode dans ces circonstances. C'était quoi la meilleure méthode? L'hypothèse la plus probable, c'est l'épée. C'était une arme très prisée à l'époque, à la fois pour les Vikings et pour les Anglo-Saxons. La lame est faite en acier trempé et son tranchant est absolument redoutable. C'est une arme qui se transmet de génération en génération. Gordon va nous faire une démonstration de la puissance d'une épée anglo-saxonne sur le cou d'un agneau. La tête ne s'est pas complètement détachée, mais on voit que la coupure est quand même très profonde. La vertèbre n'est pas brisée. Elle a été tranchée de part en part. Ce sont les muscles de la nuque qui maintiennent encore la tête en place. Mais l'utilisation de l'épée a également d'autres conséquences. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que ça a pu représenter pour ces Vikings de périr par l'épée en regardant leur bourreau dans les yeux? Ça demande beaucoup de courage. Et quand on tue un brave avec une épée, on lui témoigne paradoxalement un très grand respect. Ce sont des guerriers qui ont été tués avec une arme de guerre. Ils ont donc prouvé leur valeur au combat, ce qui était très important à l'époque. Alors, qui étaient ces valeureux combattants qui ont eu le courage de regarder la mort en face? Une vieille saga viking décrit des événements étrangement similaires à ceux qui ont eu lieu dans le Dorset. Il s'agit d'un groupe particulièrement redoutable, les Jomsvikings. L'exactitude historique de ces textes fait l'objet d'une polémique, mais il donne un aperçu du monde dans lequel vivaient les Vikings.
C'est très étrange. La saga des Jomsviking décrit une exécution qui a de nombreux points communs avec celle qu'ont subies les victimes du Dorset. Apparemment, une terrible bataille a eu lieu en Norvège, et plusieurs Vikings ont été capturés et exécutés par leurs propres compatriotes. C'est écrit dans une langue appelée vieux norrois. Le Seigneur ordonna à ses hommes de les rattraper et de les capturer. Les Vikings n'opposèrent aucune résistance. Les 70 prisonniers furent amenés devant le Seigneur et liés ensemble par une longue corde. C'est alors que Thorkel s'avança pour leur couper la tête. Le Viking dit « Je suis heureux de mourir, comme tous mes compagnons, mais je refuse d'être abattu comme un mouton. Je préfère voir la mort arriver. Frappe-moi en face et vois par toi-même si je faiblis. » Ce Viking voulait affronter la mort en face, en regardant son bourreau dans le blanc des yeux. Il voulait mourir comme un brave. Peut-être que ce rituel a été reproduit sur le sol anglo-saxon. Est-ce que l'analyse des squelettes peut révéler d'autres points communs entre la saga des Jomsviking et les événements du Dorset? Angela a fait une découverte remarquable. C'est vraiment formidable. J'ai examiné de plus près les dents de devant, les incisives. C'est très intéressant. Ces deux-là présentent des petites rainures. On dirait qu'elles ont été limées. Ah oui. On peut voir plusieurs petites lignes, très fines. Est-ce qu'il y a d'autres cas répertoriés? À ma connaissance, on n'a jamais rien vu de semblable dans tout le Royaume-Uni jusqu'à présent. Mais on a identifié quelques cas en Scandinavie. C'est fascinant que la première occurrence de ce phénomène en Angleterre soit liée à un contexte d'invasion viking. C'est fantastique. Selon certaines écoles, ces rainures dentaires étaient parfois colmatées avec une pâte colorée ou d'autres artifices pour les rendre encore plus visibles. Oui. Cette description unique permet de faire le lien avec la description du plus célèbre des guerriers Jomsviking. Le phénomène que nous avons constaté sur les dents nous a fait penser à un individu de très haut rang à l'époque des Vikings, le roi Harald à la dent bleue. Ce surnom était peut-être dû au fait qu'il limait ses dents et recouvrait les rainures d'une substance bleue. Selon les sources médiévales, Harald a fondé les Jomsviking, un groupe de mercenaires très redoutés. Ils se battaient pour le compte de tous ceux qui les payaient suffisamment. Les dents limées de certains cadavres du Dorset indiquent peut-être un lien avec les Jomsviking. Britt retourne consulter la chronique anglo-saxonne pour savoir si ces mercenaires ont été embauchés dans le contexte qui nous intéresse. De 980 à l'an 1000, on note de plus en plus d'attaques vikings et de batailles entre les anglo-saxons et les armées scandinaves. Une grande hostilité régnait sur les terres anglo-saxonnes. Les Vikings pillaient et brûlaient tout sur leur passage. D'après la chronique, le roi Ethelred a versé des sommes d'argent considérables aux Vikings pour mettre un terme à ces attaques. Pour que les hommes du Danemark cessent de semer la terreur sur les côtes anglo-saxonnes, il a été décidé de les payer. Le montant était de 10 000 livres. Cela correspond à une somme actuelle d'environ 55 millions d'euros.
Mais les attaques scandinaves continuèrent. Ethelred changea alors de stratégie. Il proposa à plusieurs groupes vikings de l'or et de l'argent en leur demandant de combattre pour lui en échange, en tant que mercenaires. Il a embauché des vikings pour combattre leurs propres compatriotes. L'un des mercenaires les plus célèbres s'appelait Palig. Palig et ses frères d'armes furent payés par Ethelred pour protéger le royaume. Mais d'après la chronique, le viking décida ensuite de trahir le roi. Ces soldats vendaient leur talent militaire aux plus offrants. Ils ne faisaient pas vraiment preuve de loyauté. En général, ils changeaient de camp lorsqu'un autre seigneur leur proposait davantage d'argent. Palig abandonna le roi Ethelred, malgré tout l'or et l'argent qu'il avait reçu de lui, et rejoignit les rangs des Vikings avec tous les vaisseaux qu'il put rassembler. D'après les analyses, les cadavres de la sépulture étaient probablement des mercenaires vikings. Ils ont peut-être été punis pour leur trahison. Mais une question demeure sans réponse. Pourquoi cette exécution a-t-elle eu lieu au sommet d'une colline, un emplacement très exposé? Britt fait appel à Alex Langlands, un archéologue spécialisé dans l'étude des paysages. Vous êtes inquiète, Britt? Pas du tout. Mais je sais que vous, oui. Ça va aller. Oui, je suis mort de peur. J'espère seulement qu'une fois sur place, on aura une vue superbe qui me changera les idées. Vu d'en haut, le paysage prend vraiment vie. Oui, c'est vrai. Au sud, on aperçoit déjà l'île de Portland. C'est là qu'a débuté l'âge des Vikings en Angleterre, avec le premier raid en 789. C'est ça qui est formidable, par rapport à l'emplacement de la sépulture. Oui. Voici le site de l'exécution. Il se trouve ici, à la jonction de ces grandes routes. On a Dorchester au nord et la plage au sud, avec la route romaine qui relie les deux. Et on a le Ridgeway qui s'étend d'est en ouest et qui vient croiser la route romaine. C'est sans doute l'un des carrefours les plus importants du pays. Oui. On aperçoit le Ridgeway là-bas. Ce sentier date de l'époque préhistorique. Mais pendant la période qui nous intéresse, c'était une route très fréquentée. On trouve ici de nombreux monticules recouvrant des sépultures. On appelle ça un tumulus. C'est impressionnant. On en trouve tout au long du Ridgeway. Ils étaient déjà là quand les Anglo-Saxons sont arrivés en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'ils signifiaient pour eux? Ils avaient toujours une valeur rituelle. Ah, d'accord. Mais cette valeur a évolué avec l'avènement du christianisme. On a commencé à les associer aux aspects fourbes, voire démoniaques de la société humaine. Si on veut exécuter quelqu'un qui a commis des crimes envers le royaume, on va choisir un emplacement qui va donner le plus d'ampleur possible à cette mise à mort. Tuer quelqu'un à proximité d'un tumulus avait donc une signification très profonde à l'époque, à la fois pour les anglo-saxons et pour les vikings. À quelques dizaines de mètres de là, le chantier de la nouvelle autoroute est presque terminé. La sépulture a été installée dans un ancien site d'extraction minière de craie. Ils ont enterré les Vikings dans une vieille carrière. Est-ce que ça représente quelque chose? Selon la cosmologie médiévale de l'époque, le paradis est dans les cieux et l'enfer est sous terre. Les carrières qui parsèment ces collines datent de l'ère romaine, ou même d'avant. À l'époque médiévale, certains les décrivaient comme des fosses abyssales, des puits sans fond.
C'était symbolique d'enterrer quelqu'un dedans. Ces carrières étaient parfois interprétées comme les portes de l'enfer. En examinant le site de l'exécution, Alex semble avoir compris pourquoi on a retrouvé 54 squelettes et seulement 51 crânes. C'est un emplacement très visible. Depuis ce monticule, on aperçoit l'île de Portland, on aperçoit Weymouth. On peut même voir Dorchester et tous les gens qui empruntent cette route. Il fallait indiquer aux habitants des environs qu'on avait exécuté des traîtres ici. Quand vous m'avez dit qu'il vous manquait des crânes, je me suis souvenu que les documents de l'époque parlaient souvent de têtes plantées sur des piquets. D'accord. Alors si ça se trouve... Vous pensez qu'ils ont pris les têtes de certaines victimes et qu'ils les ont plantées sur des piquets pour avertir ceux qui passaient sur cette route? Exactement. C'était une mise en garde, non seulement pour les Vikings et autres pillards, mais également pour la population locale. C'était une manière de dire « Je suis le roi, c'est moi qui commande ». Cet épisode de l'histoire de l'Angleterre que nous avons découvert ici a été oublié pendant plus de 1000 ans. Et on a pu le reconstituer, morceau par morceau. Nous avons maintenant une image très claire de ces terribles événements. L'état des squelettes indique que ces Vikings ne sont pas morts au combat. Ils ont donc probablement été victimes d'une embuscade. Maintenant! Ils ont été encerclés et désarmés par un ennemi supérieur en nombre. Et ils ont été conduits jusqu'à un emplacement très symbolique. Ce lieu se trouvait dans le Dorset, au croisement d'une grande route romaine et du Ridgeway. Les Anglo-Saxons ont emmené les Vikings tout près d'un tumulus, que l'on associe traditionnellement aux païens et aux forces du mal. On a retrouvé 54 squelettes dans la fosse. Ce nombre n'est pas anodin. On sait aujourd'hui que les dracars vikings pouvaient facilement transporter 60 personnes. Alors, nos victimes formaient peut-être l'équipage d'un navire. L'analyse des ossements confirme cette hypothèse. Leurs hanches étaient robustes, mais leurs épaules l'étaient encore plus. Plusieurs individus avaient le haut du corps très développé. On peut tout à fait supposer qu'il s'agissait de rameurs. C'étaient des frères d'armes qui vivaient et combattaient ensemble. Leurs squelettes ont également fourni des indices concernant leur mort. Quand on parle de décapitation, on imagine généralement le bourreau qui frappe par derrière, sur la nuque. Mais là, le coup venait de l'avant. Les Vikings partaient au combat en quête d'honneur et de gloire. Nos 54 victimes n'avaient pas peur de regarder la mort en face. Ils voulaient mourir avec leur honneur intact. À l'aube du nouveau millénaire, la saga des Jomsviking était probablement connue dans tout le monde scandinave. Nos mercenaires vikings ont peut-être voulu mourir de la même manière que les grands héros des sagas nordiques. Ils ont vécu et combattu ensemble. Ils voulaient mourir ensemble. Mais au bout du compte, ces exécutions de masse ne servirent à rien. Le monde des Anglo-Saxons était condamné. Le royaume d'Ethelred s'effondra et les Vikings s'emparèrent de toute la Grande-Bretagne. Les mercenaires décapités sont restés enfouis dans cette sépulture pendant 1000 ans.
Et c'est seulement aujourd'hui que leur histoire peut surgir du passé.